Bonjour à toutes et à tous, vous êtes pile à l'heure pour Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui nous parlerons des pigments d'origine animale avec Sandy Servant de la maison Carnuta à Jupille. Anne-Sophie Tuard de la librairie Tuard au Mans nous livrera ses coups de cœur du mois de mai et rendra hommage à Bernard Pivot. Puis on vous parlera d'un événement national qui va se décliner pour la première fois au Mans en cette fin du mois de mai, le printemps des cimetières. Et pour démarrer, allons donc à Jupille. Nous faisons notre retour à la maison Carnuta de Jupille, aujourd'hui où nous retrouvons Sandy Servant. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors on va poursuivre aujourd'hui notre thématique que l'on a démarré ensemble lors de votre dernière intervention, thématique sur la nouvelle exposition visible du côté de Carnuta qui s'appelle Teindre et peindre avec la nature. Et justement, pour faire le lien avec cette exposition, vous nous parlez aujourd'hui des pigments d'origine animale. C'est vrai que je voulais faire un petit zoom sur cette thématique-là parce que c'est vrai que quand on parle de teinture, on pense très souvent aux plantes, puisqu'en effet, par leur nombre, elles sont très importantes. Mais aussi, il faut savoir que les hommes ont vraiment été puisés dans toute la nature et notamment dans les animaux. Alors par contre, au niveau des animaux, on est beaucoup moins riche que dans les plantes et c'est justement ce qui va en faire sa rareté, qui va donner beaucoup de prestige à certaines couleurs dont on parlera par exemple du pourpre et puis également aussi faire monter un peu les prix puisque certains animaux ou parties d'animaux étant assez rares, tout s'est arraché le plus souvent à prix d'or. Et c'est vrai que dans les animaux, on va retrouver essentiellement des choses qui vont être tournées autour des insectes ou des mollusques et puis des éléments que les animaux vont fabriquer, par exemple des liquides qui vont servir aux animaux pour se défendre, qui vont pouvoir être utilisés dans la teinture et la peinture naturelle. Alors on va peut-être commencer par énumérer les animaux qui sont les plus connus. Vous parlez des insectes, justement la cochenille offre une encre et une couleur très précise. Exactement, tout à fait. C'est vrai que la cochenille, c'est quelque chose qui peut parler un petit peu à tout le monde. Alors c'est vraiment un tout petit insecte qui est parasite, même des plantes, qui va vraiment donner de très très beaux rouges et de très très beaux violets. Et donc ça, c'est vraiment un usage qu'on retrouve, alors surtout au Mexique, puisqu'on le cultive en fait depuis l'époque précolombienne. C'était une plante parasite des cactus. Et donc là maintenant aujourd'hui on en produit aussi beaucoup en Espagne. Et donc c'est vraiment un tout petit insecte qui va produire ce qu'on appelle un acide carminique. Donc des fois on parle du rouge carmin aussi, le cramoisi, qui lui permet en fait tout simplement de se protéger des prédateurs. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va en faire un élevage de ces cochenilles pour pouvoir les récolter. Donc à un certain moment, alors c'est vrai qu'on va généralement les récolter quand elles sont prêtes à pondre, puisque c'est là où elles justement fabriquent le plus de cet acide. Et puis on va les faire plonger dans de l'eau chaude pour ensuite les faire sécher. Et donc du coup on va ensuite écraser ce petit insecte qui finalement va pouvoir délivrer une couleur vraiment très très rouge. Et donc c'est un pigment qui est assez intéressant parce que justement il résiste bien à la lumière, au lavage. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui on cultive vraiment pour ça, parce qu'il faut savoir qu'il faut 140 000 insectes pour obtenir 1 kilo de teinture. Donc c'est assez conséquent. Et autre animal très connu qui produit de l'encre, c'est bien sûr la seiche. Oui, tout à fait. Tout le monde a déjà vu, même on l'utilise en cuisine, les poches d'encre de la seiche. Donc ça, c'est très utilisé. Et la couleur qu'on obtient, alors si on prend la racine latine du mot sèche, c'est le mot sépia. Donc on a tous entendu des fois, alors on l'utilise aussi pour la photographie, la couleur sépia. Et donc du coup, on va utiliser vraiment l'encre de la seiche. Donc là, qu'on va aussi déshydrater pour en faire des sortes de petits bâtonnets. On pouvait également la conserver dans des flacons sous forme liquide. Donc ça a beaucoup été utilisé au Moyen-Âge sur les manuscrits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on l'utilise un petit peu moins puisque finalement on s'est rendu compte qu'il y a des plantes qui permettent d'offrir un noir qui est un peu plus intense. Donc voilà. Mais ça c'est quelque chose qu'on peut très facilement imaginer qu'on utilise l'encre de seiche. Autre animal marin moins connu pour ses pigments cette fois-ci, le murex. Alors le murex, oui. Alors c'est vrai que c'est un coquillage qu'on connaît pas forcément très bien, mais quand on le voit,
C'est vraiment un coquillage avec beaucoup de petits pics là, donc regardez sur internet. Mais alors le murex, il a une très très longue histoire lui aussi, et c'est lui qui a donné la couleur pourpre. Donc là voilà, on est sur les tons un peu violet rouge au bleu violet, et c'était vraiment un petit peu la couleur favorite des rois, donc qui était très très prisée, et ce qui en a fait que c'est un coquillage qui est le plus cher du monde, puisque là pour avoir à peu près 1,4 g de pigment, il nous faut 12 000 mollusques. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de très très recherché à l'époque de l'Antiquité puis du Moyen-Âge. Et là, c'est pareil. C'est l'animal qui va sécréter un liquide, mais qui, de son vivant, n'est pas forcément de la couleur pourpre. Il va le devenir après, en fait, finalement aussi au contact de la lumière, il va se colorer et devenir un peu plus foncé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui, puisque finalement, elle a beaucoup été utilisée un certain temps. Et voilà, c'est un coquillage après qui a un peu tendance à disparaître. Donc ça, c'est quelque chose de pas utilisé, mais par contre, voilà, vraiment une grande valeur à l'époque antique et moyenâgeuse. Et puis dernière source de couleurs et de pigments que vous vouliez nous présenter aujourd'hui, c'est le noir d'ivoire. Oui, alors le noir d'ivoire, c'est vraiment, si on prend les tout débuts, on utilisait les défenses d'éléphant qu'on allait calciner, et on allait obtenir, un petit peu comme le charbon de bois, une couleur très très noire. Donc ça, forcément, ça a été peu utilisé, puisque voilà, tuer un éléphant juste pour ses défenses, c'est quand même pas top, et puis c'était quand même à l'époque aussi assez rare. Donc finalement, on a transformé ce noir d'ivoire en ce qu'on appelle aussi du noir d'os, où on a calciné des os pour ainsi obtenir une sorte vraiment de noir. Donc là, on fait aussi une sorte de pâte qu'on va ensuite réduire en poudre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a utilisé les bois de serre. Ont été aussi calcinés pour obtenir vraiment une couleur dans les tons très foncés. Donc voilà un peu pour les pigments d'origine animale que vous souhaitiez nous présenter aujourd'hui, Sandy. Avant de se quitter, comme à l'accoutumée, on fait un petit point sur le calendrier des animations de Carnuta, à commencer par ce 24 mai avec un concert piano en forêt. Exactement, donc là c'est vrai que le 24 mai on va renouveler en fait la labellisation de la forêt de Bercé en forêt d'exception, et donc à l'issue de la cérémonie officielle, l'association des 11 communes de Bercé organise un concert, donc ce sera à 17h à la Fontaine de la Coudre, pour vraiment fêter un peu cet événement. Et donc à cette occasion, il faut venir un pianiste qui s'appelle Antoine Decroix, qui est aujourd'hui de renommée vraiment internationale. Il voyage à travers le monde pour faire des concerts. Mais voilà, il est né sur les terres sartoises. Il a joué ses premières notes de piano à Château-du-Loir. Donc voilà, ils ont fait revenir quelqu'un finalement du pays. Et donc Antoine Decroix va nous présenter une composition au piano, de musique. Alors c'est entre le classique et le contemporain. Voilà, on a différentes thématiques qu'il va mettre en musique, et donc ça va vraiment se jouer en milieu naturel. Donc c'est ce qui va faire de ce concert quelque chose d'assez exceptionnel. On n'a pas toujours l'occasion. Donc voilà, faut venir nombreux, et c'est gratuit, donc vraiment ouvert à tous le 24 mai à 17h. Et puis on va rester aussi en milieu naturel pour l'atelier du 2 juin. Exactement. Voilà, le 2 juin, on vous propose avec Grain de Pollen un atelier de cueillette et de cuisine sauvage. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller en extérieur pour faire une balade et justement apprendre à identifier et accueillir les plantes qui vont être comestibles. Et puis ensuite, vous allez revenir à Carnuta, et avec l'association Grain de Pollen, vous allez concocter tout un repas avec ce que vous allez avoir cueilli. Donc voilà, ça peut être des petites choses pour l'apéritif, des petites toasts avec des petits houmous par exemple. Un plat principal, on peut faire des lasagnes, on peut faire un cake aux orties, des beignets de consoude par exemple, et puis fromage, et puis bien sûr un petit dessert pour terminer le repas. Donc voilà, l'idée c'est d'apprendre plein de choses sur les plantes comestibles, de repartir également avec des recettes, et après de trouver des plantes qui sont comestibles dans votre quotidien, que vous pouvez aussi facilement reconnaître. Donc ça va être un atelier qui va être de 10h à 16h sur le 2 juin. Et toutes les infos sont bien sûr sur le site de Carnuta. Merci beaucoup Sandy Servant de nous avoir bien présenté tout cela une nouvelle fois aujourd'hui. On se dit à bientôt sur RCF Sarthe. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien à l'écoute de Faites une pause sur RCF Sarthe. Un grand merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Il est l'heure maintenant de retrouver Anne-Sophie Tuard.
Nous sommes de retour du côté de la librairie Tuart en ce mois de mai avec Anne-Sophie Tuart, bien sûr. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors Anne-Sophie, aujourd'hui, vous allez commencer par nous présenter un livre qui s'intitule « Va où la rivière te porte ». C'est signé Shelley Reid. Oui, c'est un très bon roman qui vient de sortir, qui traverse plusieurs années après les années 40, 50 presque en Amérique du Nord, dans un état où on suit une jeune fille 17 ans qui vit dans une pauvreté, on peut dire ça plutôt comme ça, mais elle vit de sa terre, des pêches qu'elle cultive et toutes les aléas de la vie, notamment la guerre du Vietnam qui s'annonce un peu plus tard, vont traverser cette belle histoire où c'est une magnifique fresque d'une fille avec beaucoup de courage et plein de choses dans la vie comme tout le monde, mais elle a vraiment souvent pas de chance. On traite entre autres le sujet contre les Indiens. Alors moi j'ai vu la télé quand j'étais enfant et on tirait toujours sur les Indiens, c'était les méchants. Mais quand tu lis un roman comme ça, tu te dis ah ouais, il y avait des choses qui étaient quand même vraiment pas justes. C'est une très belle histoire encore de courage et d'aventure un peu et voir comment quelqu'un qui se relève tout le temps ne tombe pas parce qu'elle a un mental très fort. Donc à venir découvrir bien sûr du côté de chez Tuart. Deuxième ouvrage, Les yeux de Mona, signé Thomas Schlesser. Donc qui dit Mona dit bien sûr Mona Lisa. Absolument, c'est aussi visible sur la couverture, très joli, avec que les yeux. Il faut ouvrir la couverture parce qu'à l'intérieur, il y a tous les tableaux qui sont traités dans le livre et on en a un peu besoin. C'est une histoire d'une petite fille qui risque de perdre la vue complètement et son grand-père décide de l'amener dans les plus grands musées de Paris, devant les plus grands tableaux, avec une vraie leçon d'apprendre à voir. Et c'est vrai que quand on donne le descriptif des tableaux, je dois être honnête, j'ai besoin de le revoir aussi parce que je les connais pas tous. Et là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup sur les grandes œuvres. Et évidemment, on a toujours besoin d'aide pour cela parce qu'on peut l'aimer comme ça. Mais quand on sait un peu mieux le contexte, l'histoire autour, les détails, donc je pense que c'est déjà un best-seller, on peut dire. J'aime pas trop le mot, mais c'est un livre qui se vend très très bien. Mais c'est aussi une lecture facile et surtout on apprend beaucoup sur l'art. Anne-Sophie Tuart, pour aujourd'hui, on va faire une partie un petit peu spéciale dans cette chronique puisqu'il y a quelques jours maintenant, nous avons appris le décès de Bernard Pivot qu'on ne présente plus. Donc je voulais simplement vous faire réagir suite à ce décès et vous demander simplement ce que représentait Bernard Pivot pour vous en tant que libraire. Est-ce qu'il a apporté à la littérature ? Beaucoup. Quand on a démarré il y a quelques années maintenant, le soir, on savait pas avant quel livre il présenterait, donc c'était une autre époque, on va dire aussi. Mais après son émission, qu'on pouvait absolument pas rater, on descendait dans la librairie, on habite au-dessus, pour sortir les livres qu'il avait traités, parce que c'était des ventes garanties. Donc il avait une énorme influence. Il envoyait notamment dans la librairie justement indépendante. C'était quelqu'un en plus de très positif, de drôle. Il aimait bien sûr des fois un peu les oppositions. Il invitait des fois un peu les gens qui n'étaient pas d'accord et volontairement, je pense. Il est venu, on avait le grand honneur de l'avoir pour notre 25e anniversaire. Donc quand il a dit oui, j'étais ravie parce que pour nous c'était vraiment quelqu'un qui représente tellement le goût de la lecture, l'envie de lire, l'envie de faire lire. Et j'ai donc un très bon souvenir de lui. Il était absolument parfait, une autodérision, pas se prendre au sérieux. C'était une personne vraiment très très importante, agréable, ouverte, extrêmement cultivée, mais il pouvait se mettre comme si c'était rien de spécial, tandis qu'il a quand même côtoyé les auteurs les plus grands de la planète. Vous l'avez dit, et c'est un peu aussi ce qui ressort des différents hommages que l'on a pu entendre de lui ces derniers jours. Vraiment, après la diffusion de son émission Apostrophe, il y avait un effet dans les librairies en termes de vente des auteurs qui sont passés la veille dans l'émission. Ça se ressentait vraiment ? Direct. Et il n'y avait jamais de zéro résultat. C'était vraiment tout de suite. Et il donnait envie, il donnait le goût. Je pense que c'est une émission qui n'avait pas un frein pour même les peu lecteurs ou petits lecteurs. Tout le monde avait envie de voir qui l'invitait parce que les sujets étaient aussi assez diversifiés. Et puis surtout, il parlait vraiment des hommes et des femmes. Et les livres étaient une suite logique. Je pense qu'il a donné tellement envie de lire à beaucoup de gens que c'est déjà ça son plus grande œuvre pour nous. Après, il aimait le vin, il était un connaisseur d'ailleurs. Je pense il mérite tous les hommages qu'on pourra lui donner. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Tuart pour ce bel hommage à Bernard Pivot et pour ces deux beaux ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.
C'est bientôt la fin de Faites une pause et avant de se quitter, on reste au Mans pour notre sortie de la semaine. Nous retrouvons maintenant Isabelle Léon Robin de l'Office de tourisme Le Mans Métropole. Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'un événement qui existe depuis 10 ans dans toute la France, mais qui va connaître sa première déclinaison au Mans. Ce sera la fin du mois de mai. Oui, le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2024, il va avoir le printemps, le week-end concernant le printemps des cimetières. Cette année, la thématique, ce sera la femme dans les cimetières. Alors bien entendu, autour de cette thématique, il va avoir un parcours conté à 2 voix. Il y aura le comédien Jacques Gouin et moi-même, donc en tant que guide, conférencière et historienne d'art, eh bien nous allons parler de ces femmes, mais pas seulement. On va parler également des tombes concernant les hommes aussi, les familles qui sont enterrées. Et il y aura un parcours d'1h30 environ. Je le disais en introduction, le printemps des cimetières, c'est la première fois que c'est proposé sur le territoire du Mans. Est-ce que l'on peut expliquer un petit peu le concept et en quoi ça consiste finalement ? Le concept, alors c'est assez simple. Comme il y a le week-end au mois de septembre, les journées européennes du patrimoine, ou comme il y a le week-end sur les journées archéologiques, etc. Eh bien, le printemps des cimetières, cela dure un week-end. Le matin, il y a des visites libres du cimetière Sainte-Croix. Ça peut être également d'autres cimetières dont les portes peuvent être poussées pour une visite libre. Et puis ensuite, il y a des pictogrammes que l'on peut scanner. Et grâce à ces QR codes, eh bien, on peut avoir un historique, un descriptif de certaines chapelles importantes ou liées à la vie de personnalités remarquables. Et puis, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, il y aura donc ces 2 visites à 15h et à 17h30 au Grand Cimetière uniquement. Il y aura donc ce parcours compté à 2 voix. Donc, il y aura une partie plus, je dirais, une vision littéraire, romantique, poétique également. Et puis parallèlement, il y a le petit côté plus historique, plus symbolique, sur le symbole des fleurs par exemple, lié à l'art funéraire ou lié à l'amour maternel, lié à l'amour filial. Il y a également des vitraux, donc il y aura des vitraux qui seront décrits, qui seront observés, et puis surtout le patrimoine funéraire qui est particulièrement important. Et puis il y a des personnalités comme des dames patronesses ou des demoiselles qui n'étaient pas mariées, mais qui avaient pour vocation, en fonction de leur fortune, eh bien, de s'occuper des plus pauvres, des indigents. L'idée du printemps des cimetières, c'est aussi, pardonnez-moi l'expression, mais de dire et de montrer que les cimetières ne sont pas que des endroits glauques, si je puis dire. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier les personnes qui s'y trouvent, parce que c'est lié à l'histoire, à la grande histoire, puisque effectivement, il y a le carré militaire qui est particulièrement important, un des plus importants après les cimetières militaires de Normandie et des côtes. Eh bien, Le Mans est, je dirais, malheureusement, fait partie de ces cimetières où les carrés militaires sont importants. Et sinon, la petite histoire, elle se retrouve également un peu partout au gré de nos pas, le long de certaines allées. C'est touchant. C'est pas forcément. Alors, il y a différentes façons d'aborder les parcours et les visites de cimetières, parce que bien c'est selon l'histoire et le patrimoine de chacun. Ça peut être avec beaucoup de respect en tout cas, beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, mais pas seulement, parce que quelquefois il y a des épitaphes qui peuvent être assez curieuses ou bien des tombes qui prêtent à interprétation et qui donnent à réfléchir sur la personnalité des personnes qui sont enterrées. Et donc c'est un parcours comme un autre, mais plutôt différent des autres, parce que c'est un site où, bien entendu, il faut respecter les lieux. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Léon Robin. Le printemps des cimetières, c'est donc le samedi 25 et le dimanche 26 mai pour la première fois au Mans. Et puis pour celles et ceux qui vous ont entendu aujourd'hui et qui souhaitent un peu plus de renseignements, on peut bien sûr vous contacter à l'Office de tourisme Le Mans Métropole. Merci Isabelle. Merci beaucoup Benoît. Belle journée. Faites une pause, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.